Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale rétrospective de l'année 2020. Une année marquée par la pandémie de coronavirus et comment les Genevois ont-ils fait face à la crise sanitaire et aux conséquences qui en ont découlé. Au sommaire de cette émission, les restaurateurs, les commerçants et les indépendants genevois ont été touchés par des mesures très restrictives. Autre conséquence de la crise, 15% des fumeurs déclarent avoir augmenté leur consommation de tabac. Reportage à suivre. Enfin, sur un autre sujet, nous avons eu l'occasion d'interviewer un transgenre non-binaire. Il nous racontera son parcours et sa transformation. Pour commencer, nous avons rencontré des restaurateurs, des indépendants, pour qui les mesures, et notamment les conséquences des confinements, ont eu de lourdes conséquences. Voici notre reportage. Depuis le 2 novembre, l'Institut Miel et Ambre a dû fermer ses portes. C'est la deuxième fois cette année. Avec 1400 francs d'aide par mois et 50% de pertes, l'Institut craint la faillite. Pour Mila, la patronne, les conséquences seraient compliquées. On n'a pas que les charges ici à l'Institut dans notre travail. On a aussi les charges à la maison. On a aussi des enfants, on a une famille. Moi j'ai ma mère aussi avec moi. C'est compliqué. Donc tout ça, il faut gérer, il faut être solide pour tenir. Ce jeudi 19 novembre, le président de la SCRHG, la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, Laurent Terlinchamp, a organisé une manifestation pacifique sur la plaine de Plainpalais, afin de se faire entendre par l'État. Il rejette les mesures prises par l'État genevois pour calmer la pandémie et dénonce le manque d'aide pour les indépendants. Il faut prendre les choses, il faut prendre l'énergie. On est des chefs d'entreprise qui sommes seuls dans son bureau à traiter son désarroi et son futur. De se retrouver dans des périodes aussi difficiles que celle-là est une façon de se remettre un peu de baume au cœur. Voilà à quoi ça sert ces manifestations. Laurent espère que cette manifestation fera bouger les choses au Conseil d'État genevois. Plus de 500 personnes ont répondu à l'appel de Laurent Terlinchamp. Ils réclament des aides, mais surtout une réouverture immédiate de tous les commerces. Johannes, commerçant indépendant dans le canton de Fribourg, se sent concerné par la situation. Je suis venu ici à Genève pour montrer ma solidarité avec les commerçants. Je me dis, aujourd'hui c'est eux qui souffrent, peut-être demain c'est moi. Le Gay Musée Kebab, nouvelle enseigne dont le concept vient de Berlin, a été lancé en septembre. Son fondateur, Johan Pello, n'est pour l'instant pas trop impacté par les mesures prises par le canton. On la vit pas trop mal. On a la chance d'avoir un concept en fait qui se prête plutôt bien à l'emporter aux livraisons. Donc on avait reçu le mobilier pour recevoir les gens à l'intérieur, mais on a dû vite s'adapter pour se concentrer seulement sur à l'emporter. Les deux entrepreneurs croisent à présent les doigts pour maintenir la cadence. Et même si les temps ont été rudes, certains se sont démenés pour que leur commerce survive. J'ai rencontré un tatoueur et des gérants de magasins qui ont fait tout leur possible pour ne pas tomber dans la faillite. Avec deux fermetures des commerces non essentiels, les magasins genevois se sont vus fermer presque la moitié de l'année. Dans ce salon de tatouage à Genève, le défi était de taille. Dès le début de la pandémie, Kelbay a dû faire face à des problèmes qui l'empêchaient de travailler correctement. Il a dû donc redoubler d'ingéniosité afin de trouver des solutions. Dans un premier temps, on a été limité par le matériel, c'est-à-dire que littéralement, en fait, on n'avait plus accès à tout ce qui est gants, désinfection de surface, désinfection de peau. Tous ces produits étaient plus disponibles. Donc, dans un premier temps, avant même qu'on ait des directives de l'État, on a dû fermer parce que de manière factuelle, on n'avait plus de matériel simplement. Pour les 2 premières semaines, pour pas vous mentir, ça allait parce que j'avais quand même quelques sous de côté et pour ma part, j'ai une situation qui me permet de ne pas couler tout de suite. Néanmoins, c'était quand même très très dur à gérer. Pour combler les pertes et pour trouver un moyen de quand même survivre en tant que tatoueur, comme ça, milieu artistique, finalement, on a plusieurs moyens de s'en sortir. On peut faire plusieurs choses, par exemple sortir des t-shirts, sortir des prints, en fait trouver d'autres sources d'argent tout en restant dans notre milieu artistique. Ça reste quand même très limité et on n'a finalement pas non plus... ça n'égale pas si on avait travaillé normalement. Mais grâce à de nombreuses idées originales, le jeune tatoueur de 23 ans a encore de nombreux concepts à mettre en place. Il faudra doubler, tripler d'ingéniosité pour trouver de nouveaux concepts qui puissent un petit peu nous rémunérer. Pour ma part, j'ai encore quelques petites choses dans ma hotte
Par exemple, je fabrique mes propres machines à tatouer. Et par exemple, je pourrais vendre mes machines à tatouer, en faire la promo, en développer de nouveaux prototypes. Donc pour ma part, s'il n'y a plus de tatou, je m'ennuierai pas. Mais pour les autres tatoueurs, malheureusement, je pense que on sera très très limité quand même. Ou autrement, par exemple, j'ai des cadres de stencil. Les stencils, c'est les calques qu'on pose sur la peau avant de se tatouer, comme par exemple juste derrière moi. Et par exemple, je pourrais les vendre, ça me ferait mal au cœur de m'en séparer, mais disons que tous les moyens sont bons, je pense, dans ces périodes. Pour les magasiniers de Cap Indigo, c'est différent. Travailler avec l'alimentation implique de prendre en compte un nouveau facteur. Oui, il y a eu un effet direct sur les stocks, surtout que, par exemple, l'alimentation, il y a une date de péremption. Donc tout d'un coup, si pendant un mois on ne peut pas les vendre, ça c'est sûr qu'après on doit les solder, on doit les vendre de toute façon. Alors on a fermé complètement tous les magasins, c'était la décision de Caritas parce que nous on vend aussi un peu de l'alimentation, on aurait pu ouvrir mais ça a été fermé. Et puis nous, en tant que salariés de Caritas, on était au chômage partiel. On a un site internet qu'on est en train de le développer et là on a mis à la vente par exemple des corbeilles de Noël, les bons cadeaux, les calendriers Helveta, certains produits. De toute façon, on ne peut pas échapper à ces sortes de solutions, ces sortes de possibilités. Voilà. Pour la boutique Prunelle à Carouge, si le premier confinement s'est plus ou moins bien passé, ce fut un tout autre son de cloche pour ce qui en est du deuxième. Alors le premier confinement pour moi s'est très bien passé parce que j'ai eu l'impression qu'on a été très aidés par la Confédération, que les gens ont pris tout ça au sérieux et surtout tout était fermé, donc on n'avait pas l'impression d'avoir des injustices. Par contre, le deuxième confinement était beaucoup plus difficile, on entendait que les gens partaient sur le canton de Vaud, les RHT pour les employés, on est en décembre, je ne les ai toujours pas touchés, alors que la première fois c'est venu je crois en 15 jours. Enfin voilà, on dirait qu'il y avait une sorte de lassitude et c'est pas encourageant pour nous. J'ai mis au point, j'ai mis un click and collect, mais qui n'a pas fonctionné du tout parce que je pense que mes clients ne sont pas habitués à ça ou j'ai peut-être pas fait assez de pub. Alors par rapport aux pertes du deuxième confinement, oui j'en ai eu certes, ça c'est sûr, mais j'ai pu les surmonter par rapport, j'ai une clientèle qui est très fidèle, qui nous a attendus, qui est revenue après vraiment en masse, je pourrais dire, bon, malgré qu'on les comptait, qu'on respectait le nombre de personnes qui devaient rentrer dans le magasin, mais les gens ont vraiment bien répondu présent et on a quand même eu des pertes, mais surmontables. Mais grâce à une clientèle d'habitués, le magasin s'en sort sans trop de pertes. La gérante de cette boutique de prêt-à-porter compte encore sur cette fidélité sans faille et la grande patience de ses clients pour surmonter la crise. Bonjour Anaïs. Bonjour. Vous venez nous faire une rétrospective de l'année 2020 et l'impact du Covid. Premièrement, pouvez-vous commencer pour nous rappeler quand est arrivé le Covid en Suisse, s'il vous plaît? C'était il y a un an. La Suisse est touchée le 24 février et le premier cas arrive à Genève 2 jours plus tard. En 2020, la pandémie a touché près de 500 000 personnes, faisant a priori plus de 7 500 morts. Je dis a priori car les chiffres officiels ne sont publiés qu'à la fin 2021. Tout au long de l'année, les cantons et le Conseil fédéral ont pris tour à tour des mesures rigoureuses. Parmi elles, la fermeture des écoles, le 13 mars, a marqué la population, une mesure qu'a d'ailleurs adoptée la majorité des pays frontaliers. Le Conseil fédéral décide de recourir au droit d'urgence et place tout le pays en état de situation extraordinaire. Toutes les manifestations sont interdites et seuls les commerces de première nécessité, pour l'alimentation et la santé, restent ouverts. Les entrées aux frontières sont contrôlées. Une situation inédite dont on se souvient en effet. Oui, mais on se souvient aussi de la réouverture petit à petit des cabinets médicaux, des coiffeurs, des magasins de jardinage et de bricolage, suivi le 11 mai des restaurants, des musées et des bibliothèques. Les élèves reprennent enfin le chemin de l'école, mais uniquement pour le niveau obligatoire. En juin, la Suisse rouvre ses frontières avec tous les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni. L'été arrive et avec lui l'effervescence, la joie de se retrouver. Les rassemblements jusqu'à 1000 personnes sont à nouveau autorisés, à condition de garantir les traçages des contacts.
La distance de sécurité est réduite à 1,50 m. Mais le 6 juillet, le port du masque devient obligatoire pour toutes les personnes de 12 ans et plus dans les transports publics de Suisse. Début octobre, c'est reparti pour un tour. Après un été avec très peu de cas, le nombre d'infections quotidiennes repart à la hausse. Le 15 octobre, le conseiller fédéral Alain Berset tire la sonnette d'alarme. La situation se dégrade plus vite en Suisse qu'ailleurs. Le 19 octobre, le port du masque devient obligatoire dans tous les espaces publics clos, les quais de gare, les arrêts de bus et aéroports inclus. Mais aussi dans les écoles du niveau secondaire et supérieur et partout au travail, sauf où les distances peuvent être respectées ou dans les bureaux individuels. Le 2 novembre, le canton de Genève ferme à nouveau les bars et les restaurants, suivis de près par les commerces non indispensables. Un mois plus tard, Genève tente une réouverture avant d'être à nouveau contrainte par les autorités fédérales de fermer ses restaurants, mais aussi ses centres sportifs, culturels ou de loisirs le mardi 22 décembre. Très bien. Et quelles ont été les mesures économiques prises par le Conseil fédéral pour aider les commerçants ? Le 20 mai, le Conseil fédéral libère 32 milliards pour le monde du travail, la culture et le sport. 2 semaines plus tard, il demande au Parlement de monter à 40 milliards de francs au total le volume de crédit cautionné par la Confédération. Au printemps, près d'un actif sur 4 est au chômage partiel en Suisse, soit 1,3 million de personnes, déclarait le secrétariat d'État à l'économie. Le 6 mai, les chambres fédérales donnent leur feu vert à un crédit d'engagement de 40 milliards de francs pour les PME. S'y ajoutent des crédits de 6 milliards pour l'assurance chômage et 5,3 milliards pour les allocations pour perte de gains. Le 20 mai, le Conseil fédéral décide ensuite d'injecter 14,2 milliards de francs supplémentaires dans l'assurance chômage. Le 2 décembre, le Conseil des États enterre le projet sur les loyers commerciaux. Les commerçants en difficulté à cause de la crise du coronavirus ne bénéficieront pas d'une réduction de loyer. Le projet de loi était débattu depuis cet été. Le 17 décembre, la loi Covid révisée est sous toit. Elle permet d'étendre l'aide aux entreprises ayant subi les conséquences de la deuxième vague. Les cas de rigueur, c'est-à-dire les entreprises rentables ou viables avant la crise avec un chiffre d'affaires minimal de 100 000 francs inférieur à 60% de la moyenne pluriannuelle en 2020, peuvent quant à eux compter sur 2,5 milliards de francs. Une aide doublée aujourd'hui. Très bien. Et le vaccin dans tout ça ? C'est le 19 décembre que Swissmedic autorise l'utilisation du premier vaccin contre le coronavirus dans la Confédération. Il est développé par Pfizer-BioNTech. Et le 23 décembre, la première personne vaccinée est une femme âgée de 90 ans dans le canton de Lucerne. Des seniors sont aussi vaccinés dans 4 autres cantons alémaniques les jours qui suivent. Merci Anaïs. La crise sanitaire ne touche pas seulement les commerçants, comme vous avez pu le constater. Elle touche aussi les personnes dans d'autres domaines, dont certains plus difficiles que d'autres, tels que les funérailles. Natalia, bonjour. Expliquez-nous. Effectivement, Philippe. Lors de la première vague, la décision de réduire les rassemblements privés à 5 personnes maximum a empêché un grand nombre de personnes de dire adieu à leurs proches convenablement. Le rite funéraire ne pouvant être retardé, car il y a des délais légaux à respecter, le corps est conservé entre 48 heures après la déclaration et 3 jours maximum. Des délais plus longs peuvent être accordés pour des cas spécifiques. Dans ce contexte exceptionnel, certains ont donc préféré reporter la cérémonie d'adieu. Dans un arrêté publié le 16 mars 2020, le Conseil d'État fixe les règles et limite les obsèques à 10 personnes, membres du premier cercle familial, tout en respectant le plan sanitaire mis en place par l'Office fédéral de la santé publique, OFSP. Voir le corps du défunt ainsi que les rapprochements physiques, tels que les accolades, étaient interdits, ce qui rendait les choses encore plus complexes. Très bien, et pouvez-vous nous dire comment ces règles ont évolué avec le temps ? Eh bien, la Fédération a assez rapidement augmenté le nombre de personnes pouvant être présentes à un enterrement. Après avril 2020, le nombre de personnes contaminées ayant diminué, on est passé de 10 personnes pouvant aller aux cérémonies à un maximum de 50 personnes, toujours en respectant les distances sociales. Cependant, si la cause du décès est liée au Covid ou que la personne morte était positive, voir le corps du défunt reste interdit. Un plan de sécurité détaillé, incluant toutes les mesures prises pour l'événement et une liste complète de toutes les personnes présentes, devait cependant être envoyé et validé par l'OFSP, sans quoi la cérémonie d'enterrement ne pouvait avoir lieu. En été 2020, les cas diminuent encore. Un retour à une certaine normalité est envisagé par les autorités. Les rassemblements de 300 personnes ayant été autorisés, l'on pouvait même être jusqu'à 300 personnes pour les cérémonies de funérailles dans certains cantons. Bien évidemment, celles-ci devaient se dérouler dans un cercle familial. Seuls les amis proches de la victime sont également autorisés à participer. Les personnes, dans la mesure du possible, doivent rester assises et respecter les distances sociales, ainsi que le port du masque. Certaines, dans le canton de Genève, où le cas explose
Cependant, dans le canton de Genève, où les cas explosent, les funérailles restent limitées à 50 personnes maximum. En octobre 2020, les restrictions concernant les enterrements sont descendues à 20 personnes, car les cas du Covid ne cessent d'augmenter. Très bien, et qu'en est-il de la fin d'année 2020 ? Peut-on espérer passer nos funérailles et faire nos adieux à nos proches comme avant, ou est-ce qu'on doit encore attendre un moment ? Eh bien, les rassemblements pour les funérailles sont autorisés, mais ils doivent suivre un plan strict de protection de la santé qui est régulièrement mis à jour. Ils doivent également tous être communiqués à l'EFSP. Les funérailles doivent se dérouler dans le cercle familial et dans le cercle amical restreint. Dans tous les cas, le nombre de participants ne peut excéder 50 personnes, en plus des personnes rattachées à l'office religieux ou à un service de pompe funèbre. Cependant, même si l'on peut être un plus grand nombre, la distance sociale doit être respectée, et cela même avec le port du masque. Lors de la dernière mise à jour, le 18 janvier 2020, il a été décidé par le Conseil fédéral que même les enfants devraient porter le masque et ce de l'âge de 12 ans. Un nombre maximal de places assises sont prévues lors des cérémonies et les contacts physiques restent interdits. Dans la chapelle V de Genève, ils proposent également une prestation filmée afin de permettre à un plus grand nombre d'assister à la cérémonie. Très bien, merci beaucoup Natalia. Ils sont 15% des fumeurs à avoir affirmé augmenter leur consommation de tabac. Notre journaliste Anaïs Declercq est partie à leur rencontre. Au cours de l'année 2020, 15% des fumeurs suisses déclarent avoir augmenté leur consommation. Pour cause, le confinement ressort grand gagnant. Pourtant, Rohan, buraliste au Paqui, n'est pas de cet avis. Il dénonce un changement de clientèle. Si je regarde ces dernières années, parce que je rentre tous mes statistiques sur des tableurs Excel, il n'y a pas d'augmentation, c'est stable. J'ai pas mal de clients qui ont quand même arrêté de fumer, mais ça a été compensé parce que le prix des cigarettes en France est passé à 10 €. Donc tout à coup, je me suis retrouvé avec une clientèle qui compensait les clients qui arrêtaient de fumer. Voilà, mais pour moi, il n'y a pas eu de nouveaux fumeurs, en tout cas chez moi. Des consommateurs de tabac, mais aussi de cannabis, ont accepté de témoigner, tel que Paul, dont l'anonymat a été préservé. Ouais, je pense que les confinements, ils n'ont vraiment pas aidé. J'avais déjà un bon petit rythme avant le confinement, mais chez moi, 24h/24, être toujours au quartier, tout ça, voir les mêmes personnes, ça n'a vraiment pas aidé. Je pense qu'on est passé de 3-4 par jour à un bon 6-7. Ambiance comme le week-end ou en vacances, alors que c'était la semaine normale. Tout ça. Les deux confinements, le premier qu'il y a eu en mars là, et celui qu'il y a eu en novembre, ça a entraîné des pénuries dans le trafic. Et ouais, les prix ils ont augmenté, c'était pas si dur, c'est juste que les prix ont augmenté, c'était un peu chiant. Une autre forme de consommation a fait son apparition. Il s'agit du cannabidiol, communément appelé CBD, la forme légale du cannabis. Celle-ci est en effet de plus en plus populaire. On a ouvert l'année dernière, mais c'est vrai que depuis le Covid, c'est-à-dire particulièrement depuis février-mars, quand il y a eu tout ce qui était médias, etc., qu'on commençait à en parler vraiment de façon massive, on a eu une grosse augmentation de tout ce qui pouvait se fumer, mais aussi de ce qui pouvait se consommer sous forme d'huile. Parce qu'il y a eu, particulièrement quand dans les informations, ils ont parlé des problèmes des anti-inflammatoires, où ils ont dit que justement les anti-inflammatoires pouvaient être non compatibles. Donc beaucoup ont voulu trouver des solutions alternatives pour pouvoir éviter la douleur. Par exemple, beaucoup les femmes qui avaient leurs règles et qui voulaient utiliser quelque chose qui les calme, qui les apaise sans passer par des anti-inflammatoires. Donc c'est vrai que oui, très nettement, on a eu une augmentation. Il est évident que les gens stressent, malheureusement ou heureusement pour nous, beaucoup plus qu'auparavant. Max, fumeur régulier de tabac et de CBD, a d'ailleurs fait l'expérience de cette anxiété. Honnêtement, vu la situation actuelle et puis ma situation personnelle, je me retrouve à être beaucoup à la maison. Et donc c'est sûr qu'il y a cette tentation en fait, de fumer. Avant, quand j'étais en cours et que je sortais chez moi, j'avais certains impératifs qui faisaient que je ne pouvais pas fumer en permanence. Et là, je me retrouve à la maison avec la possibilité de fumer quand je veux. Donc oui, je pense que ça a eu un impact sur ma consommation. Surtout au niveau des joints, des cannabis, CBD. Et je pense que ça dépend beaucoup des gens. De ce que je vois dans mon entourage, certaines personnes, ça les a même aidés à arrêter ou à vraiment diminuer leur consommation, vu qu'ils ont moins d'interaction sociale, moins l'occasion de se voir, de sortir. Et vu que fumer, c'est quand même un petit peu un effet de groupe. Mais dans mon cas, ouais, ça a un petit peu renforcé mon habitude. J'ai remarqué que j'ai commencé à fumer quand même un peu plus qu'avant. Je pense qu'aussi au début, donc le premier confinement,
il y avait un peu cette anxiété, le fait de ne pas voir souvent des gens, de ne pas avoir ces interactions sociales qui faisaient que j'avais quand même envie de fumer plus régulièrement du cannabis. Nous recevons maintenant Zachary qui va nous parler de la mobilité à Genève et des futurs projets de la ville concernant les réseaux ferroviaires. Zachary, bonjour. Bonjour Philippe. Quelle position adopte Genève vis-à-vis du trafic, notamment frontalier ? La mobilité, c'est toujours un sujet très important pour une métropole, et Genève s'en fait pas exception. Dès le début des années 2010, la ville, bien consciente de l'enjeu d'une croissance démographique sur la mobilité, a décidé de prendre le taureau par les cornes. C'est ainsi que des projets comme le Léman Express ont commencé à se multiplier. Le Léman Express est né d'une problématique majeure au Grand Genève, les déplacements transfrontaliers. Seuls 16% des 550 000 déplacements transfrontaliers quotidiens en 2015 s'effectuent en transport en commun. Donc il voulait viser un peu plus. L'objectif des 50 000 passagers quotidiens a pratiquement été atteint. Et le Le Mans 2030, qui vise à améliorer le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève, projette d'accueillir 100 000 voyageurs quotidiens d'ici 2030. Et qu'en est-il de la mobilité douce ? La ville de Genève, elle travaille actuellement sur une voie verte pour cyclistes et piétons. Cette voie verte, elle a pour objectif de soulager le trafic, valoriser les piétons et offrir plus de sécurité aux cyclistes. Plusieurs enquêtes ont été menées entre 2019 et 2020 pour aboutir à ce projet qui a conquis habitants, communes et industriels. Cette voie reliera Saint-Genis à Annemasse, en passant par 13 communes, dont Mérin, Genève, Carouge ou encore Tonnet, pour ne citer qu'elles. La voie verte est aussi présentée comme un lieu de rencontre, détente urbain, avec une série d'aménagements, notamment des bancs le long de la voie piétonne. Et comme vous allez le voir dans l'extrait suivant, ce projet va peut-être réconcilier les cyclistes et les automobilistes. Très bien, merci. Alors moi personnellement je pense que le canton, s'il fait cette voie verte, ce sera une super bonne chose parce que j'ai essayé de relier en vélo mon travail depuis Nyon, le canton de Genève, et c'était vraiment un grand défi pour entrer en Genève à la hauteur de l'aéroport par exemple. Alors actuellement c'est très difficile je trouve, et puis les automobilistes ne sont pas toujours très gentils avec les cyclistes. Pour moi, le trafic à Genève me conviendra quand même toujours parce que je n'aime pas être dans le trafic, dans les bus et transports publics, surtout en ce moment, donc je roule avec ma voiture tous les jours. Et ce qui me gêne beaucoup, c'est les cyclistes, parce qu'ils roulent n'importe comment. Ils font attention à rien, ils se pensent prioritaires. Alors si on leur fait une voie verte et qu'on n'est plus ennuyé, dérangé par les cyclistes, pour moi c'est parfait. Et pour finir cette rétrospective de l'année 2020, nos journalistes Anaïs Declercq et Zachary Valentini ont eu l'occasion d'interviewer Chris Montgomery, un transgenre non-binaire. Il nous raconte son histoire et nous explique pourquoi aujourd'hui il se considère comme n'appartenant à aucun des deux genres. Quand avez-vous commencé votre transition ? Alors j'ai commencé assez tard, j'ai commencé plutôt à partir de 25 ans à peu près. Et du coup, à quel moment vous vous êtes rendu compte de votre non-binarité ? Donc au début je suis plutôt passé par une étape en questionnant mon orientation sexuelle et puis ça a basculé de mon orientation sexuelle à me questionner plutôt mon identité de genre. Donc j'ai commencé vers les 25 ans à essayer de jouer entre guillemets un peu avec des différents pronoms, donc il, elle. Et donc je me suis rendu compte vite que je me sentais plus à l'aise avec le pronom il. Donc je m'identifiais comme un homme transgenre à ce moment-là et j'ai commencé à faire une transition plutôt sociale. C'est-à-dire que j'ai demandé à tous les gens autour de moi de commencer à me traiter avec des pronoms masculins. Et puis après avoir fait ça pour à peu près 1 an, j'ai entamé une transition médicale. Et j'ai fait ça pendant quelques années et puis je me suis rendu compte au bout de quelques années que l'identité d'homme trans non plus m'allait pas trop. Donc j'ai plutôt basculé pour l'identité non-binaire, vu que je m'identifie ni comme un homme ni comme une femme. Par rapport aux pronoms, lesquels tu as choisis finalement ? Alors ça a été une évolution, et je pense que ça va être une évolution pendant toute ma vie, mais quand j'ai commencé la transition sociale, ça a été plutôt les pronoms masculins, et puis maintenant j'ai basculé plutôt de manière ouverte, donc j'ai des personnes qui utilisent plutôt elle, d'autres qui utilisent plutôt il, et puis moi j'aime bien cette ambiguïté dans ma vie. Et par rapport au prénom par exemple, est-ce que tu as changé de prénom ? Alors légalement non, socialement oui.
Donc j'aime bien Chris parce que justement c'est neutre. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce prénom-là. D'ailleurs tout le monde me présente, tout le monde qui, quand je me présente, me demande « Ah mais Chris c'est court pour essayer de déterminer quel genre je suis surtout. » Et puis moi j'aime bien justement « Non, c'est Chris. » Alors par contre légalement j'ai pas encore changé de prénom. Donc des fois ça peut poser problème. Mais... Et c'est quelque chose que tu aimerais engager justement? Alors en ce moment non, parce que c'est un peu compliqué en ce moment. J'ai pas trop envie de me présenter devant un juge ou un tribunal pour changer de prénom, mais peut-être qu'une fois que ce soit plus facile, une fois que l'option de genre, une fois qu'on puisse mettre une option qui n'est pas M ou F, je pense que je ferai le changement de genre et de prénom en même temps. Et justement par rapport à toutes ces procédures, qu'est-ce que tu en penses? Alors je pense que c'est dommage que ce soit compliqué. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations pour les personnes trans en Suisse qui aident énormément avec ça, qui ont de l'expérience, qui peuvent aider les personnes à entamer une transition et tout ce que ça implique. Mais faire ça tout seul, effectivement, ça ne doit pas être facile. Il y a des organisations pour les mineurs, pour les adultes, donc c'est vraiment, je pense que c'est quelque chose qui commence à s'étendre. Il y a une loi et maintenant qui, on espère, va passer comme quoi on peut changer notre état civil seulement basé sur l'autodétermination. Donc ce serait vraiment chouette que ça puisse passer, ça aiderait beaucoup le processus. Conseillerez-vous à une personne de la même situation? Je conseillerais... Pardon? Dans la même Dans la même situation, oui. Je conseillerais de ne pas se sentir obligé de rentrer dans une case. Et après, si on se sent à l'aise dans une case, c'est aussi très bien. Surtout de ne pas se mettre la pression, en fait. Que quelle que soit l'identité dans laquelle on se sent plus à l'aise, que c'est OK et que la transition sociale ou médicale qu'une personne entame par rapport à son identité, elle est aussi très valable, hormone ou pas hormone, chirurgie ou pas chirurgie, pronom, pas pronom, enfin voilà, que tout est OK, qu'on peut prendre son temps, on n'est pas obligé de tout savoir au bout de 5 minutes, qu'on prend tous du temps à se découvrir pour tout, et donc c'est pas différent dans ce cas-là. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer aux personnes justement qui auraient du mal à comprendre ce qu'est la non-binarité et pourquoi cette évolution? Alors je dirais, prenez le temps de vous asseoir et d'écouter la personne. Au début ça peut paraître très compliqué parce qu'on a été quand même socialisé d'une manière comme quoi il n'y a que 2 options, mais si on s'assoit et on prend vraiment le temps, c'est pas compliqué à comprendre. C'est juste une question de poser quelques questions et de discuter comme n'importe quel autre sujet. Et voilà, c'est la fin de notre émission rétrospective de l'année 2020. Merci d'avoir été avec nous et à bientôt.